Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds lorsqu'elle vit sa sœur tourner entre les bras de Romain. Ce n'était pas une étreinte fortuite ni une simple danse entre connaissances. C'était le genre de danse que l'on ne partage qu'avec une personne connaissant déjà votre peau, votre rythme et l'odeur de vos cheveux lorsqu'ils retombent sur votre épaule. Et le pire, ce qui lui coupa le souffle d'un seul coup, fut de voir la bague de Romain briller sous la lumière du crépuscule, tandis qu'il resserrait sa main autour de la taille de Camille, avec une tendresse qui n'appartenait plus à Élise depuis longtemps. Elle porta une main à sa bouche, non pour crier, mais pour ne pas s'effondrer devant tout le monde au milieu de la fête, célébrant la récolte la plus importante de l'année sur le domaine familial. Pourtant, pour comprendre comment ils en étaient arrivés à cet instant, il fallait revenir au commencement, au jour où Romain Salvet avait franchi, pour la première fois, les portes du mas avec les mains vides et le cœur rempli de promesses. Il était arrivé un mardi de septembre, alors que la chaleur provençale frappait encore durement et que la poussière du chemin se soulevait sous chacun de ses pas. Élise l'avait aperçu depuis la fenêtre de la cuisine. Il était grand, avec des cheveux sombres légèrement bouclés et un sourire semblant à la fois demander pardon et promettre quelque chose. Son père Étienne Morel l'avait engagé pour participer à la saison des récoltes, car le domaine mêlait l'élevage, les champs de maïs et les oliveraies. Ceux qui le connaissaient dans le village disaient qu'il était travailleur. D'autres le décrivaient comme sérieux, silencieux, mais digne de confiance. Au début, Élise ne lui accorda pas une attention particulière. Elle avait 27 ans et avait déjà appris à ne pas s'enthousiasmer pour chaque homme venant chercher un emploi saisonnier au domaine. Beaucoup arrivaient, peu demeuraient, et ceux qui restaient finissaient presque toujours par provoquer un problème que son père devait résoudre avec patience et fermeté. Mais Romain était différent. Élise le comprit dès la première semaine, non parce qu'il était plus séduisant que les autres, bien qu'il le fût, mais parce qu'il travaillait avec une implication presque personnelle, comme si chaque arbre dont il récoltait les fruits, chaque sillon qu'il nettoyait et chaque tâche accomplie constituait une étape vers un objectif que lui seul pouvait apercevoir. Un jour, Élise lui apporta de l'eau dans les champs. Avant de la remercier, il la regarda droit dans les yeux, non furtivement, ni avec précipitation, mais véritablement comme s'il possédait tout le temps du monde. Il prononça un merci d'une voix si calme qu'elle dut détourner le visage pour qu'il ne voie pas ses joues rougir. Les choses commencèrent ainsi lentement, sans annonce, ni grande déclaration avec un regard ici, une courte conversation là, puis une remarque sur le temps, se transformant en une discussion d'une demi-heure sans qu'aucun des deux ne l'ait prévu. Élise commença à chercher des raisons de passer près des parcelles où Romain travaillait. Romain commença à terminer certaines tâches précisément au moment où elle sortait inspecter les bêtes. Personne ne disait rien, mais tous les habitants du domaine commencèrent à s'en apercevoir, y compris Camille. Camille était la sœur cadette d'Élise. Elle avait 23 ans, les mêmes cheveux sombres mais plus longs, le même sourire mais plus intense, et une personnalité remplissant chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle n'était pas une mauvaise personne. Élise se répéterait souvent cette phrase lorsqu'elle tenterait plus tard de comprendre ce qui s'était produit. Camille n'était pas mauvaise, elle était impulsive. Elle était également habituée à obtenir ce qu'elle désirait, mais elle n'était pas mauvaise, ou du moins était-ce ce qu'Élise croyait à cette époque. Lorsque Camille rencontra Romain, sa première réaction fut de se moquer de l'attirance de sa sœur, non avec une cruauté ouverte, mais avec cette manière subtile qu'ont certaines personnes de diminuer ce que ressentent les autres. Elle déclara que Romain n'était qu'un ouvrier saisonnier qu'Élise méritait mieux, et qu'il était absurde de tomber amoureuse d'un homme qui repartirait probablement après la récolte. Élise ne discuta pas. Elle ne discutait jamais avec Camille, car leur dispute se terminait toujours de la même manière, même lorsqu'elle avait raison. Élise finissait par se sentir plus petite. Ce qu'elle ignorait alors et ne découvrirait que beaucoup trop tard, c'était qu'au moment même où Camille prononçait ces paroles, elle cherchait déjà ses propres prétextes pour se rapprocher de Romain. 3 mois passèrent. Romain et Élise devinrent inséparables, du moins dans les limites imposées par la vie du domaine. Ils se parlaient à l'aube et partageaient leur petit déjeuner lorsque le travail le permettait. Il lui raconta son enfance dans un petit village du nord de la France. Elle lui confia son rêve de posséder un jour sa propre terre, sa propre exploitation et une vie qui ne se déroulerait plus constamment dans l'ombre de son père et de sa sœur. Ce fut en octobre, sous un ciel parfaitement dégagé, et dans l'odeur de la terre humide,
que Romain lui prit la main pour la première fois. Il ne prononça rien. Il entrelaça simplement ses doigts avec les siens et continua à marcher comme si ce geste était la chose la plus naturelle au monde. Élise sentit alors quelque chose se remettre en place en elle, comme si elle avait attendu cet instant sans le savoir. 2 semaines plus tard, il lui offrit une bague simple en argent ornée d'une petite pierre bleue. Ce n'était pas une demande officielle en mariage, c'était une promesse. Élise porta cette promesse à son doigt et dans son cœur avec le même sérieux. Camille vit tout. Elle regarda et ne dit rien. Elle sourit, serra sa sœur dans ses bras et félicita Romain avec une chaleur paraissant sincère. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dans ses yeux ne correspondait pas à son sourire. Ce n'était qu'un détail presque invisible, mais Élise le remarqua. Elle choisit néanmoins de l'ignorer parce qu'elle voulait croire à la bonté, parce qu'elle voulait croire que ce qu'elle construisait avec Romain était solide, et parce qu'elle voulait croire que sa propre sœur ne serait jamais capable de ce qu'elle s'apprêtait pourtant à accomplir. Les journées suivant le cadeau de la bague furent les plus paisibles qu'Élise eût connues depuis longtemps, non parce que tout était parfait, mais parce qu'une sérénité nouvelle habitait son existence, une certitude douce l'accompagnant depuis l'instant où elle ouvrait les yeux, le matin, jusqu'à celui où elle les refermait le soir. Romain continuait à travailler avec la même application, mais la manière dont il la regardait lorsqu'il se croisait entre les rangées d'oliviers ou sous le hangar où étaient rangés les outils avait changé. Son regard semblait lui dire « Je suis ici » sans avoir besoin de mots. Élise apprit à reconnaître ce regard et à l'attendre sans même s'en apercevoir. Étienne, son père, n'avait formulé aucune remarque sur leur relation. Élise savait qu'il était au courant. Dans un domaine où tout le monde vivait et travaillait à proximité, les secrets duraient rarement longtemps. Mais Étienne était un homme parlant peu et observant beaucoup. Il regardait, évaluait, et lorsqu'il parvenait à une conclusion, il agissait. Pour le moment, il semblait encore en train d'observer. Élise respectait son silence, car elle connaissait suffisamment son père pour savoir qu'une conversation engagée trop tôt pouvait refermer des portes qui seraient ensuite très difficiles à rouvrir. Leur mère était morte lorsque Élise avait 12 ans et Camille 8. Depuis, Étienne avait élevé ses 2 filles avec un mélange de dureté et d'amour qu'il n'était pas toujours facile de comprendre. Il se montrait exigeant envers Élise parce qu'elle était l'aînée. Il attendait d'elle de la responsabilité, du discernement et qu'elle donne l'exemple. Avec Camille, il était différent, pas exactement plus doux mais plus indulgent, comme si la mort de leur mère avait laissé en lui une culpabilité invisible, qu'il compensait en accordant à sa cadette davantage d'espace et de tolérance. Élise ne lui en avait jamais fait le reproche à voix haute, mais elle l'avait ressenti. Elle l'avait ressenti de nombreuses fois, et avait rangé cette douleur à l'endroit où l'on conserve les choses qui blessent, mais que l'on refuse de transformer en conflit. Camille, de son côté, était devenue plus silencieuse après l'apparition de la bague. Elle n'était ni absente ni froide, mais se montrait moins présente dans les conversations familiales et moins disposée à remplir les silences du dîner avec les remarques spontanées dont elle avait l'habitude. Élise pensa que sa sœur traversait une difficulté personnelle. Camille avait sa propre vie, ses amis au village et un jeune homme qu'elle avait fréquenté à 2 ou 3 reprises avant que leur histoire n'échoue apparemment. Il paraissait logique qu'elle ait besoin de réfléchir et de prendre ses distances. Élise accepta cette explication et poursuivit sa vie qui lui semblait alors plus riche que jamais. Ce fut au milieu du mois de novembre que les choses commencèrent à évoluer d'une manière qu'Élise ne sut pas interpréter à temps. Romain se mit à arriver en retard au petit déjeuner qu'ils partageaient. Cela ne se produisait pas quotidiennement, mais avec une fréquence suffisamment grande pour qu'Élise le remarque sans vouloir le nommer. Lorsqu'elle l'interrogeait, il fournissait des explications simples, il avait dû inspecter la parcelle de maïs avant le lever du jour. Étienne lui avait demandé de vérifier le moteur de la pompe d'irrigation, où il s'était couché tard parce que la chaleur de la nuit précédente avait été insupportable. Toutes ces explications étaient raisonnables. Elles correspondaient parfaitement aux imprévus d'un domaine en pleine saison de récolte. Élise les acceptait parce qu'elle voulait les accepter, parce que les croire était plus facile que de poser la question, commençant à se former quelque part dans sa poitrine sans qu'elle y ait invité. Un samedi après-midi, Étienne lui demanda d'aller chercher des registres dans le hangar principal.
Le bâtiment était vaste avec des murs de bois anciens et une lumière entrant par les interstices en longues bandes dorées. Lorsqu'Élise poussa la porte, elle entendit des voix. Il ne s'agissait ni d'une dispute, ni d'une conversation urgente, mais de ce ton bas et proche employé par les personnes, ne désirant pas être entendues. Elle s'immobilisa. Elle reconnut immédiatement la voix de Romain. Il fallut une seconde supplémentaire pour que la seconde voix trouve sa place dans son esprit. Lorsqu'elle la reconnut, son estomac se contracta d'une manière n'ayant rien à voir avec la chaleur de l'après-midi. C'était Camille. Elle parlait de quelque chose qu'Élise ne parvenait pas à comprendre clairement, car les mots lui arrivaient mêlés au bruit du vent frappant les planches. Pourtant, elle n'avait pas besoin de saisir les phrases. Le ton suffisait, ce ton doux et presque intime que l'on adopte lorsqu'une personne a cessé de nous être indifférente. Élise demeura sur le seuil durant quelques secondes, paraissant beaucoup plus longue. Puis elle recula silencieusement et partit sans entrer. Elle ne courut pas et ne pleura pas. Elle regagna la maison d'un pas lent, tandis que son esprit travaillait plus vite que ses jambes. Elle se répéta qu'elle n'avait rien vu de concret. 2 personnes pouvaient parler dans un hangar sans que cela signifie quoi que ce soit. Elle se donna toutes les explications que l'on se donne lorsque l'on préfère faire confiance à l'amour plutôt qu'à son intuition. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille et Romain ne se regardèrent pas une seule fois. Étrangement, ce fut cela qui fit le plus souffrir Élise, car l'effort qu'ils déployaient pour éviter leur regard en disait davantage que n'importe quel échange entre eux. Les jours suivants furent étranges, pas exactement tendus, mais chargés d'une électricité invisible qu'Élise ressentait dans chaque conversation, chaque silence et chaque instant où Romain lui prenait la main, tandis qu'elle cherchait sur son visage un signe lui confirmant que tout demeurait identique à ce qui avait été. Il se montrait toujours affectueux et attentionné. Pourtant, quelque chose de nouveau apparaissait parfois dans ses yeux, un éclat s'éloignant durant une seconde, avant de revenir comme si rien ne s'était produit, comme s'il soutenait 2 mondes à la fois, tout en tentant d'empêcher l'un ou l'autre de devenir visible. Élise commença à se lever plus tôt. Elle se répétait que ce n'était pas pour surveiller, mais pour participer aux nombreuses tâches de l'aube pendant la récolte. Au fond, elle savait qu'elle voulait voir observer et comprendre ce que ses yeux avaient perçu dans le hangar et que son cœur refusait encore de confirmer. Un matin, alors que le ciel était encore davantage gris que bleu, elle vit Camille quitter la cuisine avec 2 tasses de café. Il n'était pas inhabituel qu'elle se lève tôt durant cette période, car tout le monde le faisait. Pourtant, la direction qu'elle prit avec les 2 tasses, s'éloignant de la salle à manger pour gagner la partie du domaine où dormaient les ouvriers saisonniers, immobilisa Élise devant la fenêtre. Elle attendit 5 minutes, puis dit. Lorsque Camille revint, elle ne portait plus qu'une seule tasse et son visage exprimait quelque chose qu'Élise fut incapable de définir à cet instant. Ce n'était pas de la culpabilité, ni exactement du bonheur, mais une émotion située entre les deux, quelque chose de privé que Camille dissimula rapidement derrière un sourire lorsqu'elle découvrit sa sœur près de la fenêtre. « Bonjour », dit-elle comme si rien ne s'était produit. Élise lui répondit de la même manière. Aucune des deux ne prononça une autre parole. Décembre arriva avec des vents plus frais et une activité débordante sur le domaine. La récolte des olives et les derniers travaux des champs atteignaient leur point culminant. Étienne exigeait de chacun présence, effort et concentration. « Ce n'est pas le moment de se laisser distraire », répétait-il. « Ce n'est pas le moment de laisser les affaires personnelles perturber le travail. » Élise comprenait cette règle mieux que quiconque. Elle avait grandi en entendant différentes versions de cette phrase et en avait fait sa manière d'avancer dans le monde. Le travail et les responsabilités d'abord. Le reste pouvait attendre, mais certaines choses n'attendent pas même lorsqu'on le désire. Certaines grandissent en silence pendant que l'on détourne les yeux, et lorsqu'on se retourne enfin, elles occupent trop d'espace pour être encore ignorées. Élise continuait à observer sans obsession ni paranoïa, mais avec cette attention tranquille développée par ceux ayant appris à faire davantage confiance à leurs sensations qu'aux paroles qu'on leur offre. Et ce qu'elle ressentait n'annonçait rien de bon. Romain avait commencé à prononcer le nom de Camille avec une fréquence nouvelle. Cela ne semblait pas suspect au premier abord. Son nom apparaissait naturellement dans les conversations ordinaires, comme celui d'une personne simplement présente dans son quotidien. Camille pense que la parcelle nord a besoin de davantage d'attention.
Camille m'a aidé à retrouver le registre demandé par ton père. Camille a raison, il faudrait examiner le système d'irrigation avant l'arrivée des pluies. De petites mentions des détails apparemment insignifiants, mais dont l'accumulation formait un schéma devenant plus clair chaque jour. Un mercredi après-midi, tandis qu'Élise aidait son père à vérifier les comptes de la saison, Étienne releva la tête et la regarda de cette manière directe et dépourvue d'ornement, annonçant toujours qu'il allait prononcer quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre, même si elle n'en avait aucune envie. « Comment vont les choses entre Romain et toi » demanda-t-il. Élise ne s'attendait pas à cette question, mais elle n'en fut pas véritablement surprise. « Bien », répondit-elle en utilisant un seul mot pour tenter de refermer la conversation avant qu'elle commence. Étienne acquiesça lentement. Il contempla les documents durant quelques instants, puis déclara sans relever les yeux qu'un homme digne de confiance ne contraint pas une femme à douter que le doute est un signal et que les signaux doivent être compris avant de se transformer en fait. Élise ne répondit pas. Pourtant, ces paroles demeurèrent en elle pendant des jours roulant dans son esprit comme des pierres dans une rivière et devenant plus lisses et plus claires à chaque passage. Un après-midi de la 2e semaine de décembre, Élise prit une décision. Il ne s'agissait ni d'une confrontation spectaculaire, ni d'un geste dramatique, mais d'une résolution plus intime et plus difficile parler directement à Romain, sans détour et sans se protéger derrière ses conversations quotidiennes, les maintenant proches, tout en évitant les sujets profonds. Elle le chercha au crépuscule, lorsque le travail de la journée s'achevait et que la lumière devenait ce mélange d'orange et de poussière caractéristique des soirs d'hiver en Provence. Elle le trouva près de l'enclos appuyé contre la clôture en bois et contemplant l'horizon avec l'expression qu'il prenait lorsqu'il pensait à une chose qu'il refusait de prononcer. Élise s'approcha lentement. Il entendit ses pas et se retourna. Il lui sourit. C'était un sourire sincère. Elle n'en doutait pas, mais derrière ce sourire se trouvait désormais quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ils demeurèrent silencieux dans l'un de ces silences autrefois confortables et possédant maintenant une texture et un poids. « Romain », dit enfin Élise. Il répondit doucement comme un homme prêt à écouter, sans être nécessairement prêt à parler. « Y a-t-il quelque chose que tu souhaites me raconter » demanda-t-elle sans accusation et sans larmes, uniquement une question claire et directe flottant entre eux, comme la poussière soulevée par le vent autour de l'enclos. Romain mit du temps à répondre. Son silence dura beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû si la réponse avait réellement été négative. Il finit par dire qu'il n'y avait rien à raconter, que tout allait bien, et que le travail était simplement exigeant, comme toujours à cette période. Élise le regarda droit dans les yeux. Elle y chercha ce que nous cherchons tous lorsque nous désirons savoir si quelqu'un nous dit la vérité. Elle ne découvrit pas un mensonge évident, mais quelque chose de pire, une demi-vérité, une vérité découpée portant les bords tranchants laissés lorsque l'on sépare une chose qui aurait dû rester entière. Élise acquiesça. Elle ne prononça rien de plus et quitta l'enclos d'un pas tranquille, le cœur battant beaucoup plus vite qu'elle ne souhaitait l'admettre. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir, non pas exactement à cause de l'angoisse, mais en raison de cette clarté inconfortable apparaissant lorsque nous cessons de poser des questions et commençons enfin à regarder les réponses qui se trouvaient depuis longtemps devant nous. Elle revisita chaque conversation des semaines précédentes, chaque mention du nom de Camille, chaque matin où Romain était arrivé en retard, et chaque instant où son regard s'était déplacé vers un endroit qu'elle ne pouvait pas suivre. Lorsqu'elle s'endormit enfin peu avant l'aube, elle était parvenue à une conclusion qu'elle ne désirait pas, mais qu'elle ne pouvait plus repousser. Romain éprouvait quelque chose pour Camille. Élise ignorait depuis quand et jusqu'où cette attirance était allée, mais elle existait. Et Camille, sa propre sœur cadette, ne cherchait pas à l'éviter. Les jours suivants devinrent une sorte d'épreuve silencieuse. Élise ne modifia pas son comportement d'une manière visible. Elle demeura attentionnée envers Romain, cordiale envers Camille, et accomplit son travail avec la même responsabilité. Mais intérieurement, elle faisait quelque chose de différent. Elle mesurait et calculait la distance séparant ce qu'elle voyait de ce qu'on lui affirmait. Elle se préparait bien qu'elle ignora encore exactement à quoi. Puis vint l'annonce de la fête de fin de récolte. Étienne l'organisait chaque année lorsque la saison s'achevait. C'était une tradition du domaine, une célébration destinée aux ouvriers, à la famille et à quelques voisins du village.
On installait de longues tables, préparait de la nourriture, faisait venir des musiciens et dansait sous le grand hangar décoré de guirlandes lumineuses. Cela avait toujours été la soirée préférée d'Élise. Ou du moins l'avait-ce été jusque-là. Lorsque son père annonça la date pendant le dîner familial, elle éprouva une émotion qu'elle n'avait encore jamais associée à cette nouvelle, la peur. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle redoutait, mais le ressentit clairement, comme si une partie d'elle savait déjà que cette nuit transformerait tout. Les préparatifs occupèrent les derniers jours de décembre, avec une énergie remplissant chaque recoin du domaine. Les femmes du village qui venaient aider chaque année arrivèrent dès le matin avec leurs paniers et leurs rires. Les hommes montèrent les longues tables sous le hangar et suspendirent des guirlandes colorées entre les vieilles poutres. Étienne surveillait chaque détail avec son calme habituel, marchant lentement et donnant des instructions brèves que personne ne contestait. C'était son domaine, sa fête, et sa manière de remercier la terre ainsi que ceux qui l'avaient travaillée. Élise se déplaçait parmi les tâches avec un sourire lui demandant davantage d'efforts qu'à l'ordinaire. Elle aida à installer les tables, à préparer le repas, répondit aux questions et résolut les petits problèmes. Elle se rendit utile comme elle l'avait toujours fait, parce que les actions concrètes constituaient sa manière d'occuper son esprit lorsque son cœur voulait s'aventurer dans des endroits dangereux. Camille était particulièrement enthousiaste ce jour-là. Elle s'était levée tôt, avait enfilé une robe rouge qu'Élise ne lui connaissait pas, et arrangé ses cheveux avec beaucoup plus de soin que ne l'exigeait une journée de travail et de préparatifs. Élise l'observa à distance, sans commenter. Elle remarqua la robe et la coiffure. Elle remarqua également que Camille regardait fréquemment vers les logements des ouvriers sans raison pratique, et que lorsqu'elle se croisait, elle lui adressait un sourire dont la chaleur paraissait forcée, comme si celui-ci recouvrait quelque chose de beaucoup trop vaste pour rester caché dessous. Romain apparut vers midi, afin d'aider aux derniers préparatifs. Il était soigneusement lavé, portait une chemise sombre qu'Élise ne lui avait jamais vue et avait peigné ses cheveux avec attention. Il vint d'abord vers elle, l'embrassa sur la joue et lui demanda si elle avait besoin de son aide. Ce geste était normal, familier et affectueux, mais il dura exactement le temps d'un geste accompli par habitude, pas une seconde de plus. Élise rangea ce détail parmi toutes les choses qu'elle ne désirait pas analyser, mais qu'elle ne pouvait plus oublier. La fête commença au coucher du soleil, avec la musique d'un petit ensemble qu'Étienne faisait venir chaque année du village. Les 4 musiciens savaient exactement quel morceau jouer pour pousser les invités à danser. Ils connaissaient le moment où il fallait accélérer le rythme et celui où il convenait de le ralentir. Ils comprenaient que lors d'une fête de récolte, la musique n'est pas uniquement un divertissement. Elle est une mémoire leçon de tout ce que des mains ont accompli durant des mois et qui mérite enfin d'être célébré. Élise dansa avec son père pendant le premier morceau. Ce fut un moment simple et beau, de ceux que l'on ne prévoit pas mais qui demeurent pour toujours. Étienne n'était pas un danseur élégant, pourtant il possédait un rythme naturel et une manière de guider, donnant à sa partenaire l'impression qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Durant la danse, il serra la main de sa fille sans prononcer une seule parole. Élise sentit dans cette pression tout ce qu'il n'était pas capable de lui dire. Elle dansa ensuite avec plusieurs ouvriers âgés la connaissant depuis l'enfance, puis avec 2 voisines venues en compagnie de leurs époux et de leurs enfants. Elles posèrent des questions sur Romain avec cette curiosité discrète mais évidente propre aux habitants des villages lorsqu'ils savent qu'un événement se produit dans la vie de quelqu'un qu'ils connaissent. Élise répondit avec naturel. « Romain est quelque part par ici », dit-elle en désignant vaguement le centre de la fête sans le chercher du regard. Elle refusait de regarder parce qu'elle avait peur de ce qu'elle trouverait. Mais vint l'instant où elle ne put plus l'éviter. La musique devint plus lente et plus intime, l'un de ces morceaux poussant les couples à se rapprocher et les personnes seules à chercher quelqu'un avec qui partager la danse. Élise releva les yeux vers le centre du hangar illuminé et les vit. Romain dansait avec Camille. Ce n'était pas leur première danse de la soirée. Élise le comprit immédiatement, bien qu'elle ne les eût pas observés jusque-là, car leur manière de bouger ensemble révélait de l'habitude une familiarité et un rythme partagé que l'on ne développe pas en une seule danse. Camille gardait les yeux à demi fermés et portait un sourire qu'Élise reconnut aussitôt parce qu'il s'agissait du même sourire qu'elle-même avait porté lorsque Romain la regardait de cette manière durant leur première semaine.
Et il regardait maintenant Camille ainsi, avec cette concentration douce et cette présence absolue, faisant croire à la personne qui la reçoit qu'elle est seule au monde. Élise demeura immobile durant plusieurs secondes. Elle se tenait près de la clôture, un verre à la main, qu'elle ne sentait plus contemplant les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde, détruire sans le savoir, ou peu, être en le sachant parfaitement quelque chose en elle, et cette dernière possibilité était celle qui la blessait le davantage. Elle ne cria pas, ne traversa pas l'espace pour les rejoindre et n'accomplit aucun geste spectaculaire, la transformant en centre de la scène. Elle fit quelque chose de différent et de beaucoup plus difficile. Elle demeura là, observa, et trouva dans cette immobilité une clarté brutale qu'aucune des semaines de soupçons et de questions sans réponse ne lui avait offerte. Lorsque le morceau s'acheva, Romain releva les yeux et la découvrit près de la clôture. Leurs regards se rencontrèrent à travers la fête, au-dessus des têtes des invités, et malgré le bruit de la musique reprenant déjà. Dans ce regard, Élise vit tout. Elle aperçut la surprise de l'homme venant d'être découvert quelque chose ressemblant à de la culpabilité, et avec une clarté produisant une douleur presque physique, elle ne vit aucun soulagement. Il n'avait pas l'expression d'une personne heureuse, que son secret fût enfin révélé, afin que tout s'arrête. Elle vit uniquement l'inconfort d'un homme n'ayant pas encore décidé ce qu'il désirait. Ce fut le pire. Élise traversa le reste de cette nuit dans un état n'étant ni des larmes, ni de la colère, ni de la paralysie, mais un étrange mélange des trois semblables à la sensation de marcher sur un sol, refusant de décider s'il était solide. Elle rentra dans la maison, avant la fin de la fête, sans annoncer son départ chercher d'explications ou faire ses adieux. Elle monta dans sa chambre, s'assit au bord de son lit et regarda la bague à son doigt durant un temps impossible à mesurer. La petite pierre bleue brillait doucement dans la pénombre. Élise se souvint du moment où Romain la lui avait offerte, de la simplicité de son geste et de la manière dont il avait expliqué qu'il s'agissait d'une promesse. La bague n'était ni imposante ni coûteuse, mais elle était réelle comme lui et comme ce qu'il ressentait, avait-il affirmé. Élise l'avait cru non, parce qu'elle était naïve, mais parce qu'elle possédait de véritables raisons de le croire, des semaines de conversations sincères, des regards que l'on ne peut pas inventer et de petits gestes n'ayant de sens que lorsque quelqu'un désire réellement se trouver là où il est. Tout cela demeurait vrai dans sa mémoire, mais quelque chose dans le présent venait désormais le compliquer d'une manière qu'elle ignorait comment résoudre. Elle s'endormit sans retirer la bague. Le lendemain, elle descendit avant tous les autres et prépara le petit déjeuner avec une concentration qui n'était en réalité qu'une manière supplémentaire de ne pas penser. Lorsque Romain entra dans la cuisine, elle le salua avec naturel, lui servit du café et l'interrogea sur les tâches de la journée. Elle se montra si paisible et si ordinaire qu'il la regarda avec une expression mêlant du soulagement à une émotion proche de la honte. Cette expression révéla à Élise qu'il savait qu'elle les avait vus, qu'il attendait qu'elle ne dise rien, et qu'une partie de lui comptait sur son silence pour résoudre ce que sa propre honnêteté n'osait pas affronter. Cela la blessa davantage que la danse elle-même, davantage que Camille et que toutes les semaines de signes ignorées. Le fait qu'il considère son silence comme une solution représentait la trahison la plus réelle. Ce jour-là, Élise prit une décision. Elle ne choisit pas encore de rompre, ni de les confronter immédiatement. Elle prit une décision de clarté personnelle que personne n'avait besoin d'observer. Elle refusa de continuer à être la solution confortable d'un homme, l'utilisant comme une ancre, tandis qu'il naviguait vers une autre direction. Elle décida que sa dignité n'était pas négociable, qu'elle pouvait aimer quelqu'un, tout en refusant de rester dans un endroit où cet amour ne suffisait pas à maintenir cette personne honnête. Cette résolution demeura silencieuse. Elle ne comportait ni annonce ni scène. Mais Élise la prit avec la même fermeté que son père lorsqu'il décidait des affaires importantes du domaine, sans bruit ni dramatisation, mais avec une solidité ne laissant plus aucune place au doute. Les jours suivants furent tendus sous une apparence de calme. Romain tenta de se montrer plus attentionné. Il arriva ponctuellement au petit déjeuner, l'interrogea davantage sur sa vie et lui prit la main à des moments où il ne l'aurait pas fait auparavant, avec autant d'intention. Élise recevait ses gestes avec une sérénité, le déconcertant visiblement, car il ne s'agissait pas de la tranquillité d'une femme ignorant la vérité, mais de celle d'une femme la connaissant et décidant de ce qu'elle allait en faire.
Camille, au contraire, s'éloigna. Ce changement ne fut pas spectaculaire, mais elle devint moins présente dans les pièces communes, se leva à des heures différentes, mangea rapidement et retourna à ses occupations sans participer aux longues discussions après les repas qui avaient toujours fait partie de leur vie familiale. Élise l'observait avec un mélange de douleur et d'une émotion n'étant pas exactement de la colère, mais une tristesse plus profonde. Camille était sa sœur, et rien ne pouvait effacer cela. Le fait que ce lien ne disparût pas était justement l'une des raisons rendant la situation si complexe et impossible à résoudre par une seule décision nette. Au milieu du mois de janvier, Étienne convoqua Élise dans son bureau, une petite pièce située au fond de la maison où il conservait les comptes du domaine et prenait les décisions importantes loin du bruit quotidien. Élise entra et s'assit devant lui avec le dos droit, posture qu'elle avait apprise dès l'enfance dans cette pièce. Car son père lisait le corps des personnes comme il observait le temps, cherchant les signes révélant ce que les paroles taisaient. Étienne la contempla longuement avant de parler. Puis il lui demanda directement si elle était heureuse. Il ne précisa ni avec Romain, ni dans sa vie au domaine. Il lui demanda seulement si elle était heureuse dans le sens le plus vaste et le plus honnête du terme. Élise pensa répondre « oui », parce que cela aurait été plus facile. Elle envisagea de lui dire que tout allait bien, parce qu'elle croyait qu'il désirait l'entendre. Mais quelque chose dans la tranquillité et la franchise de sa question la poussa à choisir la vérité. « Pas complètement », répondit-elle. « Je ne suis pas complètement heureuse. » Étienne acquiesça. Il ne demanda pas pourquoi et ne proposa aucune solution. Il déclara simplement qu'un bonheur, dépendant des décisions qu'une autre personne refuse de prendre, est une forme d'attente et qu'une attente prolongée possède un prix qu'il ne vaut pas toujours la peine de payer. Élise ne répondit pas. Pourtant, elle quitta le bureau avec une sensation différente dans la poitrine. Ce n'était pas exactement du soulagement, mais la certitude que quelqu'un qui l'aimait la voyait avec clarté et que cela même douloureux constituait également une forme d'amour. Janvier avança au rythme plus lent suivant les grandes récoltes. Le travail ne s'arrêtait pas mais changeait de nature. Il s'agissait davantage d'entretenir, de réparer et de préparer la terre pour la saison suivante que de répondre à l'urgence quotidienne. Élise trouva dans ce rythme une manière d'avancer, non pas d'oublier ou de résoudre, mais simplement de poser un pied devant l'autre, tandis que les choses se mettaient en place ou se brisaient sous leur propre poids. Romain demeurait sur le domaine. Étienne n'avait pris aucune décision à son sujet et Élise ne lui avait rien demandé. Romain était un bon ouvrier et son travail demeurait nécessaire. Ces raisons suffisaient pour que tout continue à la surface, alors qu'en dessous, la réalité était complètement différente. Une nuit de la mi-janvier, Élise fut incapable de dormir et descendit dans la cuisine pour boire de l'eau. La maison était silencieuse et les lampes éteintes. La seule clarté provenait de la lune traversant les fenêtres du corridor et dessinant des rectangles pâles sur le sol de pierre. Élise remplit son verre au-dessus de l'évier, puis resta devant la fenêtre regardant le domaine endormi, les enclos, le grand hangar et les arbres se balançant lentement dans le vent nocturne. Elle connaissait ce paysage par cœur. Elle l'avait contemplé toute sa vie et il appartenait à son identité autant que son propre nom. Elle entendit des pas dans le couloir et se retourna. C'était Camille. Elle avançait pieds nus, les cheveux détachés, puis s'immobilisa à l'entrée de la cuisine en découvrant Élise près de la fenêtre. Elles se regardèrent durant un moment qu'aucune horloge n'aurait pu mesurer correctement. Ce silence contenait tellement de choses, leurs années de vie, en tant que sœurs, le même toit, la même table, les mêmes pertes, la mort de leur mère, et les nuits durant lesquelles elles s'étaient consolées mutuellement, sans toujours savoir comment, mais en y parvenant, malgré tout. Et puis il y avait tout le reste, tout ce qu'aucune n'avait encore nommé, mais qui occupait l'espace entre elles, comme un objet physique, un mur construit brique après brique, sans que l'une ou l'autre l'ait. Ordonné, mais devenu désormais impossible à nier. Camille fut la première à parler. Elle prononça le prénom de sa sœur à voix basse, comme une question et une excuse à la fois. Élise la regarda et attendit. Camille ouvrit la bouche pour poursuivre, puis quelque chose qu'aucune des deux n'avait prévu se produisit. Elle se mit à pleurer, non de manière théâtrale, mais avec ce chagrin silencieux et contenu qui est souvent le plus honnête parce qu'il ne cherche ni effet ni réponse. Il existe simplement,
Élise sentit quelque chose bouger douloureusement dans sa poitrine. Voir pleurer, Camille lui faisait mal, malgré tout, malgré chaque signe ignoré, chaque soupçon confirmé, et chaque nuit, sans sommeil provoqué par ce que sa sœur et Romain avaient construit derrière son dos. Cela lui faisait mal parce que Camille était sa sœur et qu'un tel lien ne disparaît pas. Pourtant, Élise ne traversa pas la cuisine pour la prendre dans ses bras. Quelque chose de nouveau s'était formé en elle depuis le commencement de cette histoire, quelque chose de plus ferme et de plus prudent, une nouvelle peau construite au-dessus de ses blessures. Elle demanda à voix basse, sans colère ni cruauté excessive, simplement avec cette honnêteté qui constituait sa manière naturelle d'exister si Camille était amoureuse de Romain. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle essuya ses larmes avec le dos de la main, puis déclara qu'elle n'avait pas cherché à tomber amoureuse de lui, que rien n'avait été prévu, que cela s'était simplement produit, et que lorsqu'elle l'avait compris, il était déjà beaucoup trop tard pour l'arrêter. Élise écouta attentivement. Elle compara ses paroles avec tout ce qu'elle avait vu et ressenti durant les semaines précédentes, puis elle répondit quelque chose surprenant Camille et la surprenant elle-même. Elle expliqua qu'elle comprenait que tout ne puisse pas être prévu et que les sentiments ne demandent pas la permission avant d'apparaître. Mais ce qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre, c'était le silence. Les semaines de secret, les cafés apportés à l'aube, les conversations dans le hangar et la danse, pendant la fête, tout cela dissimulé derrière des sourires, tandis que sa sœur portait encore à son doigt la bague offerte par Romain. Cela ne relevait plus d'un sentiment simplement apparu. C'était une succession de choix, et ces choix possédaient des conséquences ne pouvant pas se dissoudre dans des larmes versées au milieu de la nuit. Camille ne répondit pas. Son silence fut la parole la plus honnête qu'elle eût offerte durant toute leur conversation. Élise déposa son verre dans l'évier et quitta la cuisine. Elle monta dans sa chambre, s'assit au bord du lit, retira la bague de son doigt et la conserva quelques instants dans sa paume, la regardant comme si elle la découvrait pour la première fois. Puis elle la posa sur la table de nuit. Le petit bruit produit par le métal fut faible, mais dans le silence, il sembla beaucoup plus important qu'il ne l'était. Le lendemain matin se leva comme tous les autres, sur le domaine avec le chant du coq, la lumière et l'odeur de la terre commençant à se réchauffer. Pourtant, l'atmosphère de la maison avait changé, d'une manière ne nécessitant aucune parole pour être ressentie. Élise descendit, prendre son petit déjeuner sans la bague. Elle ne transforma pas cette absence en geste spectaculaire, ne posa pas le bijou sur la table et ne le mentionna pas. Elle ne le portait simplement plus, et cela suffisait pour ceux sachant observer. Romain le remarqua. Il vit son doigt nu lorsqu'elle tendit la main vers la cafetière. Son expression changea durant 1 seconde exactement avant qu'il parvienne à la maîtriser et à retrouver son apparence habituelle. Elle confirma qu'il comprenait parfaitement la signification de cette absence et qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une surprise, mais d'une conséquence qu'une partie de lui attendait. Le petit déjeuner se déroula dans un silence qu'Étienne ne chercha pas à rompre, car il interrompait rarement les silences qu'il considérait nécessaires. Camille ne descendit pas et fit dire qu'elle se sentait souffrante. Étienne acquiesça sans poser de questions. Élise mangea paisiblement, ou dans quelque chose ressemblant à la paix, mais qui était en réalité un calme construit brique après brique sur un sol continuant à trembler. Après le repas, Romain la suivit dans le corridor. Élise l'entendit arriver et s'arrêta avant qu'il prononce son prénom. Elle se retourna et lui fit face avec cette tranquillité qu'elle avait appris à maintenir malgré les efforts qu'elle exigeait. Romain l'interrogea sur la bague sans le faire directement au commencement. Il lui demanda si elle allait bien et si quelque chose s'était produit, comme s'il existait encore une possibilité que la raison soit différente de celle qu'ils connaissaient tous les deux. Élise le regarda puis expliqua avec la même voix calme qu'elle utilisait pour toutes les choses importantes qu'elle avait posé la bague sur sa table de nuit, car il ne lui semblait plus honnête de la porter tant qu'elle ignorait si la promesse qu'elle représentait possédait encore une signification. Romain demeura silencieux. Ce silence différait des précédents. Ce n'était plus celui d'un homme réfléchissant à la réponse qu'il devait donner, mais celui d'un homme contraint d'affronter une chose évitée depuis longtemps et ne pouvant désormais plus l'être. Il parla lentement,
Il déclara qu'il devait lui révéler quelque chose qu'il aurait dû le faire bien plus tôt et que son silence avait été une erreur dont il reconnaissait la gravité. Élise attendit sans l'aider, sans terminer ses phrases et sans remplir les espaces qu'il laissait. Elle estimait mériter d'entendre l'histoire entière prononcée à son rythme, mais sans qu'elle ait à la reconstruire pour lui. Romain expliqua que ce qu'il ressentait pour Camille avait commencé sans qu'il l'ait recherché. Au début, il l'avait ignorée car cette attirance n'avait aucun sens. Il était avec Élise, et Élise était la femme auprès de laquelle il désirait vivre. Pourtant, quelque chose avait continué à grandir malgré lui. Il n'avait pas été honnête à ce sujet, et c'était cela qui pesait le plus lourdement sur sa conscience. Élise écouta, sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle lui demanda s'il était amoureux de Camille. La question était directe et ne comportait aucun adoucissement. Romain hésita. Le temps précédant sa réponse constitua déjà une réponse. Il finit par dire qu'il croyait que oui, qu'il n'était pas certain de tout, mais qu'il pensait être amoureux d'elle. Élise acquiesça lentement. Une partie d'elle attendait cet instant depuis des semaines. Pourtant, entendre les mots réellement prononcés était différent. C'était la différence entre savoir qu'une blessure existe et la toucher enfin. Elle le remercia pour son honnêteté, même si elle arrivait tard. Elle ajouta qu'une vérité tardive valait mieux qu'une vérité jamais offerte, même si elle ne suffisait pas à réparer tout ce qui s'était bâti sur le silence. Elle avait besoin de temps, de distance, et ignorait encore ce dont elle aurait ensuite besoin, mais elle le découvrirait seule. Romain voulut ajouter quelque chose. Élise l'arrêta d'un geste, non avec cruauté, mais avec cette fermeté douce plus difficile à traverser que la colère. Elle se détourna et marcha vers les champs, vers le travail, et vers le seul endroit où le sol lui avait toujours paru solide. Cet après-midi-là, Étienne la trouva en train d'examiner l'un des enclos de la parcelle sud. Il s'approcha, observa la clôture, puis regarda sa fille. Il ne posa aucune question sur Romain ou sur la bague. Il déclara simplement que 2 poteaux du côté avaient besoin d'être renforcés et qu'elle pourrait peu être organisées les réparations au cours de la semaine. Élise répondit qu'elle s'en chargerait. Dans cette conversation, consacrée à des poteaux, à du bois et à un travail concret, se trouvait une forme d'amour paternel qu'elle reconnut et conserva comme on garde les choses nous soutenant lorsque tout le reste se met à bouger. Les jours suivant cette conversation dans le corridor possédèrent la qualité étrange de la période venant après un orage, lorsque le ciel n'est pas encore complètement dégagé, mais que la pluie a cessé, laissant un air à la fois propre et lourd. Romain continuait à travailler. Il se montrait correct avec Élise, dans les espaces partagés polis et prudent comme quelqu'un conscient de circuler sur un terrain fragile et tentant de ne pas provoquer davantage de dégâts. Élise lui répondait avec la même correction. Il n'existait pas exactement de froideur entre eux, mais une distance nouvelle qu'ils avaient acceptée sans la négocier tout en comprenant qu'elle était nécessaire. Camille réapparut dans les pièces communes après 2 jours passés dans sa chambre. Son apparence n'avait pas changé, mais sa manière d'occuper l'espace était différente. Autrefois, elle remplissait chaque endroit où elle entrait. Désormais, elle semblait chercher à prendre le moins de place possible à passer inaperçue et à devenir une présence neutre, ne créant pas davantage de tension. Élise la regardait en éprouvant des émotions complexes. La douleur de la trahison demeurait vive, mais il existait également leur longue histoire de sœurs, les années partagées et tous les moments où elles avaient été l'une pour l'autre lorsque personne d'autre ne se trouvait là. Ces réalités ne s'annulaient pas. Elles coexistaient dans un inconfort qu'Élise apprit à supporter sans tenter de le résoudre immédiatement parce que certaines blessures ne possèdent aucune solution rapide et que prétendre le contraire ne fait qu'aggraver les dégâts. Un après-midi de la fin janvier, Élise travaillait seule dans la parcelle de maïs, vérifiant les préparatifs de la prochaine saison lorsqu'une des plus anciennes ouvrières du domaine vint la rejoindre. Elle s'appelait Rosalie, travaillait aux récoltes depuis plus de 20 années et connaissait Élise depuis son enfance. Rosalie n'offrait jamais de conseils sans raison, mais elle ne restait pas silencieuse lorsqu'elle estimait qu'une personne avait besoin d'entendre quelque chose. Elle s'approcha avec un panier au bras, comme si elle ne faisait que passer. Puis déclara avec naturel, mais sans détour qu'elle avait observé. Élise, pendant la fête, avait vu son visage au moment où elle avait découvert Romain dansant avec Camille, et désirait lui dire une seule chose, si Élise le lui,
permettait. Élise acquiesça. Rosalie expliqua que d'après son expérience longue et pas toujours facile, la difficulté principale après une trahison n'était pas de décider de partir ou de rester. Le plus difficile consistait à déterminer quelle sorte de personne on désirait devenir tandis que l'on traversait la douleur. La souffrance exige parfois des choses, elle réclame la vengeance, le silence, que l'on se fasse plus petit ou que l'on devienne dur. Aucune de ces réactions n'est nécessairement mauvaise dans toutes les circonstances, mais elles doivent être choisies avec prudence, car on finit souvent par devenir ce que l'on choisit durant les moments les plus difficiles. Élise écouta attentivement. Rosalie n'attendit pas de réponse. Elle reprit son chemin avec son panier, et cette dignité paisible, appartenant aux personnes ayant beaucoup vu et ayant décidé que leur expérience ne les rendrait pas amères mais plus sages. Élise demeura longtemps entre les sillons après son départ. Elle réfléchit à ce que Rosalie avait dit et à la personne qu'elle désirait être non pas de manière abstraite, mais à travers les décisions concrètes se trouvant devant elle. Elle pensa à Romain et se demanda s'il restait quelque chose à sauver ou si leur histoire était devenue irréparable non parce qu'il avait ressenti quelque chose pour Camille, mais parce que le silence, les demi-vérités, l'espoir qu'Élise ne voit pas ce qu'il était impossible de ne pas voir, avait détruit une chose que l'amour seul ne pouvait pas restaurer. Elle atteignit une conclusion difficile, mais parfaitement claire une fois formulée. Cette conclusion ne concernait pas Romain. Elle concernait Élise elle-même. Elle méritait un homme la choisissant sans ambiguïté, pas quelqu'un la gardant à ses côtés pendant qu'il prenait une décision. Pas un homme la respectant suffisamment pour éviter de lui faire ouvertement du mal, mais pas assez pour lui offrir la vérité. Elle méritait une personne la choisissant entièrement. Cette nuit-là, Élise dormit sans interruption pour la première fois depuis plusieurs semaines, non parce que les difficultés avaient disparu, mais parce qu'elle avait enfin affirmé clairement et sans condition ce qu'elle méritait. Cette certitude lui rendit une sérénité ne dépendant plus de personne d'autre. Février commença avec des pluies courtes et une douceur persistante, le genre de temps donnant au domaine une odeur de terre mouillée et d'herbes fraîches qu'Élise avait toujours aimée. Ce parfum la reliait à une époque précédente, tout ce qui s'était produit durant les mois précédents à quelque chose lui appartenant entièrement, provenant de son enfance, et du lieu où elle avait grandi, une chose que personne ne pourrait jamais lui prendre. Elle s'y accrocha afin de se rappeler celle qu'elle était avant Romain et celle qu'elle demeurait après lui. Au début du mois, Étienne convoqua Romain dans son bureau. Élise n'assista pas à la conversation et ne sut jamais exactement quelles paroles furent échangées. Mais cet après-midi-là, Romain la trouva dans la galerie où elle lisait et lui demanda un instant. Ils s'assirent dans les fauteuils tandis qu'une pluie légère tombait dans la cour. Romain lui expliqua que son père lui avait proposé de demeurer sur le domaine pour la saison suivante, mais qu'il souhaitait savoir si Élise était d'accord avant de prendre sa décision. Élise considéra sa question non seulement dans son sens évident, mais également dans ce qu'elle lui demandait indirectement. Il plaçait la décision entre ses mains. Ce geste pouvait représenter du respect ou une manière de lui abandonner la responsabilité d'un choix qu'il ne voulait pas assumer. Élise choisit d'y voir du respect parce que cette interprétation était plus généreuse et parce qu'elle avait déjà décidé de la personne qu'elle souhaitait devenir. Elle lui répondit que cette décision appartenait à lui seul. S'il désirait rester, il devait le faire parce que cela correspondait à ce qu'il voulait pour sa propre existence. Non parce qu'Élise lui accordait son autorisation ou refusait sa présence. Elle ne serait pas la raison déterminant sa route dans une direction ou dans l'autre, car cela ne serait juste pour aucun d'eux. Romain l'observa avec une expression difficile à définir, mais ressemblant beaucoup à de l'admiration. Il acquiesça, dit qu'il comprenait, puis se leva et partit sans poser davantage de questions. Durant plusieurs jours, Élise ignora sa décision. Elle poursuivit sa routine, accomplit son travail et demeura fidèle à la femme qu'elle avait décidé d'être. Elle découvrit alors que cette fidélité intérieure la rendait plus forte que n'importe quelle décision que Romain pourrait prendre. Au milieu du mois de février, Camille vint la trouver dans sa chambre. Elle frappa timidement d'une manière différente de celle qu'elle avait autrefois lorsqu'elle ouvrait simplement la porte, parce qu'entre sœurs, celle-ci n'était qu'un symbole et jamais une véritable barrière. Élise l'autorisa à entrer. Camille paraissait plus mince, portait des cernes témoignant de nuits difficiles, et cette expression particulière des personnes transportant un poids
qu'elles ne peuvent plus continuer à porter seules. Elle s'assit au bord du lit, comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant, et devait parler de quelque chose d'important. Elle demeura silencieuse un moment. Élise attendit. Camille lui annonça enfin que Romain avait décidé de quitter le domaine à la fin du mois. Il lui avait expliqué que ce qu'il avait ressenti pour elle était réel, mais qu'il refusait de construire une histoire au-dessus de ce qu'il avait détruit, car il ne voulait pas devenir ce genre d'homme. Élise reçut cette information en silence. Ses émotions étaient difficiles à ordonner. Elle ressentait peu, être du soulagement, une douleur encore présente bien que moins aiguë, et une compassion inattendue pour Camille. Elle n'avait pas prévu cette compassion, et ne l'avait pas recherchée. Mais elle existait malgré tout, même si sa sœur ne la méritait peu, être pas encore. Camille lui demanda si elle la détestait. La question était directe, vulnérable, et portait le son d'une peur conservée durant des semaines, dans l'attente de pouvoir enfin sortir. Élise mit du temps à répondre non parce qu'elle ignorait la réponse, mais parce qu'elle désirait la formuler correctement, sans trop l'adoucir, ni la rendre inutilement dure. Elle expliqua qu'elle ne la détestait pas, que la haine était un fardeau beaucoup trop lourd, et qu'elle n'avait aucune envie de le porter. Mais elle ne se trouvait pas non plus dans un état où elle pouvait prétendre que tout allait bien. Une distance existait entre elles et il faudrait du temps pour la réduire. Être ne disparaîtrait-elle jamais complètement, ou leur relation ne redeviendrait-elle jamais identique à ce qu'elle avait été. Pourtant, elles étaient sœurs, et pour Élise, cela possédait une importance qu'aucune trahison ne pouvait entièrement effacer, même si elle pouvait la transformer. Camille se remit à pleurer. Cette fois, Élise traversa la chambre et la prit dans ses bras, non pour affirmer que tout était pardonné, ni pour prétendre que la douleur n'existait plus, mais parce que Camille demeurait sa sœur, et que l'amour le plus réel, parfois celui qui persiste alors même, qu'il aurait toutes les raisons de renoncer. Les derniers jours de Romain, au domaine, furent paisibles d'une manière surprenante Élise. Il n'y eut ni grande scène, ni conversation, destinée à réécrire le passé. Il travailla jusqu'au dernier jour avec la même implication qu'à son arrivée, comme s'il désirait quitter les lieux, en laissant chaque chose en ordre et le domaine en meilleur état qu'il ne l'avait trouvé du moins dans tout ce qui concernait son travail. Le matin de son départ, Élise le trouva près du hangar, occupé à examiner les outils utilisés pendant les mois de son séjour, à les nettoyer et à les ranger, avec un soin presque cérémoniel. Elle s'arrêta à une certaine distance. Il entendit ses pas et se retourna. Ils se regardèrent. Ce regard différait de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Il n'y avait plus de tension ni de culpabilité active, mais une reconnaissance mutuelle calme et dépourvue d'ornement entre deux personnes s'étant véritablement aimées et arrivées à une fin qu'aucune n'aurait choisie, mais qui était désormais la leur. Romain s'approcha et lui demanda « pardon », non comme une formule, mais avec la simplicité propre aux excuses sincères, celle ne cherchant rien à obtenir en retour et désirant uniquement replacer la vérité à l'endroit qui lui appartient. Élise lui répondit qu'elle le savait, que cela ne modifiait pas tout ce qui s'était produit, mais qu'elle savait qu'il regrettait. Elle espérait qu'il découvrirait ce qu'il cherchait ou qu'il décida de le chercher. Romain acquiesça, puis récupéra son sac posé contre le mur du hangar. Étienne apparut au même moment comme s'il avait calculé exactement l'instant où il devait intervenir avec cette capacité particulière à être présent durant les moments importants, sans expliquer comment il les reconnaissait. Les deux hommes se serrèrent la main avec respect. Étienne déclara que Romain avait été un bon ouvrier. Romain le remercia pour l'occasion qu'il lui avait offerte. Puis il s'engagea sur le chemin de terre, menant à la route principale son sac sur l'épaule et une légère poussière se soulevant sous chacun de ses pas. Élise l'observa s'éloigner. Elle ne courut pas derrière lui et n'appela pas son nom. Elle le regarda partir avec cette sérénité qu'elle avait construite au prix de semaines d'efforts et qui lui appartenait désormais véritablement. Ce n'était plus un masque, mais une réalité gagnée grâce à un travail intérieur et à des décisions difficiles. Lorsque la silhouette de Romain disparut au tournant du chemin, Élise expira lentement. Ce fut un long souffle, celui que l'on libère après avoir retenu quelque chose durant beaucoup trop longtemps. Étienne vint se placer à ses côtés. Il demeura silencieux un moment, puis déclara, en regardant la route vide, que la terre se trouvait toujours là, que le domaine demeurait là,
que le prochain cycle des semis commencerait dans quelques semaines et qu'ils avaient beaucoup de choses à préparer. Élise sourit. C'était un petit sourire sincère, né en elle sans effort. Elle répondit qu'elle savait déjà ce qu'il fallait accomplir et qu'elle s'en chargerait. Étienne acquiesça avec cette satisfaction contenue qui constituait sa manière de manifester sa fierté. Ils se tournèrent ensemble vers le domaine, vers le travail et vers ce qui avait toujours été et demeurait le centre de leur vie. Les semaines suivantes possédèrent une qualité différente. Élise ne remarqua pas le changement en un instant précis, mais dans l'accumulation de petits moments. Elle commença à se lever avec davantage d'énergie, à préparer le prochain cycle de semis, avec un enthousiasme qu'elle n'avait plus besoin de feindre à rire plus facilement et à parler avec davantage d'ouverture. Elle comprit que l'espace laissé par Romain n'était pas un vide. C'était simplement de l'espace, et l'espace possède sa propre valeur. Camille et elle commencèrent un processus lent et irrégulier de reconstruction. Elles ne parlèrent pas de tout en une seule fois et ne conclurent aucun pacte officiel de pardon. Elles retrouvèrent progressivement de petites manières d'être ensemble qui avaient existé autrefois, un petit déjeuner, partagé sans tension, un après-midi passé côte à côte auprès du bétail, ou une soirée à observer le ciel depuis la galerie, comme lorsqu'elles étaient enfants. Chaque instant constituait une petite pierre posée sur un pont encore loin d'être terminé, mais qui existait déjà. Pour le moment, cela suffisait. Élise ignorait si elle pourrait un jour affirmer avoir totalement pardonné à Camille, sans réserve ni hésitation. Elle ignorait si un tel pardon était possible, ou s'il appartenait à ces émotions auxquelles on aspire sans aucune garantie de les atteindre. Pourtant, elle savait qu'elle était prête à construire dans cette direction et que cette volonté constituait elle-même une forme d'amour choisie les yeux ouverts avec la connaissance de son prix et l'acceptation de ce prix. Mars arriva sur le domaine avec l'odeur particulière de la terre que l'on prépare à recevoir de nouvelles graines. C'était le parfum qu'Élise préférait entre tous, car il annonçait le commencement, la possibilité qu'une terre s'étant reposée soit prête à donner de nouveau. Ce cycle parlait directement à quelque chose en elle qui reconnaissait dans son propre cheminement intérieur la même logique de repos et de renouvellement vécu par la terre à chaque saison. Les semis de Mars furent particulièrement intenses cette année-là. Étienne avait décidé d'agrandir la parcelle nord, ce qui exigeait davantage de préparation du sol, de coordination avec les nouveaux ouvriers saisonniers et de décisions quotidiennes concernant l'eau, les graines et le calendrier. Élise assuma plus de responsabilités qu'auparavant sans que personne ait besoin de les lui demander. Elle les prit parce qu'elle se sentait prête, parce qu'une partie d'elle avait mûri durant les mois difficiles et pouvait désormais s'exprimer par des actions et des décisions réelles, en devenant plus complètement la personne qu'elle désirait être dans ce domaine qui était son foyer. Parmi les nouveaux ouvriers arriva un homme nommé Marc Renaud. Il avait environ 30 ans et venait d'un village du Luberon. Contrairement à Romain qui avait occupé l'espace dès son arrivée, Marc se montrait plus discret, appartenant à cette catégorie de personnes que l'on met du temps à remarquer, mais dont on sait, une fois qu'on les a réellement vues, qu'elles méritaient l'attention accordée. Élise ne le remarqua pas durant la première semaine. Elle était beaucoup trop occupée par l'organisation des semis et par son propre cheminement pour porter une attention particulière à un nouvel ouvrier. Elle le remarqua la deuxième semaine un midi, tandis qu'elle vérifiait le registre des graines plantées dans chaque parcelle. Marc vint lui signaler un problème dans le système d'irrigation du secteur nord, avec une clarté et une précision révélant qu'il comprenait son travail et désirait l'accomplir correctement. Il exposa le problème, proposa une solution et attendit sa réponse sans impatience, mais aussi sans cette soumission artificielle de ceux doutant de leurs propres compétences. Élise l'écouta, examina son idée et lui répondit qu'elle était bonne et qu'il pouvait la mettre en œuvre. Marc acquiesce, puis retourna travailler sans autre cérémonie. Leur échange ne dura qu'une trentaine de secondes et ne concernait qu'une canalisation d'irrigation. Pourtant, Élise pensa à lui un peu plus longtemps que la situation ne l'exigeait, puis reprit son registre en refusant d'accorder à cet instant davantage d'importance qu'il n'en possédait. Du moins essaya-t-elle. Au cours des jours suivants, elle remarqua que Marc arrivait parmi les premiers et repartait parmi les derniers. Que lorsqu'un problème se produisait dans son secteur, il essayait d'abord de le résoudre
avant de le signaler et non l'inverse. Elle vit également qu'il traitait les ouvriers moins expérimentés avec une patience rare et que lorsqu'il lui parlait du travail, il le faisait avec cette combinaison de respect et d'assurance propre aux personnes connaissant leur valeur sans éprouver le besoin de la prouver. Ils découvrirent simultanément le même problème en atteignant la parcelle sud depuis des directions opposées. Ils se regardèrent avec la surprise provoquée par la coïncidence, puis rirent tous les deux. Ce fut un rire bref et naturel, ne recherchant rien la réponse honnête à une situation légèrement absurde. C'était la première fois qu'Élise riait ainsi depuis très longtemps, non avec le rire contrôlé des journées difficiles, mais avec celui qui apparaît avant que l'on décide s'il convient ou non de rire. Marc déclara que la parcelle sud possédait une manière presque personnelle de provoquer des problèmes. Élise répondit qu'après toutes ces années, elle en était convaincue et que cette partie du domaine avait probablement une rancune contre sa famille. Marc sourit. C'était un sourire paisible sans intention particulière, le genre de sourire ne demandant rien mais ne se pressant pas non plus de disparaître. Ils travaillèrent ensemble pendant 2 heures afin de résoudre le problème. Ils parlèrent du domaine des techniques de culture et des différences entre le climat de sa région et celui des plaines provençales. La conversation commença autour du travail, puis sans qu'il le recherche, devint un véritable échange entre deux personnes, révélant certaines choses sans en avoir l'intention, simplement parce que leur interlocuteur est sincèrement intéressant et que la situation est suffisamment paisible pour que les défenses s'abaissent sans que personne les force. Ce soir-là, Élise rentra dans la maison avec une sensation différente dans le corps. Ce n'était ni de l'euphorie, ni l'intensité qu'elle avait connue lorsqu'elle avait rencontré Romain. Cela ressemblait davantage au calme apparaissant lorsqu'une chose trouve naturellement sa place. Elle remarqua cette sensation, la reconnut, puis choisit consciemment de ne rien précipiter. Elle laisserait les événements avancer à leur rythme sans les pousser, ni les retenir sans construire autour d'eux davantage que ce qu'ils étaient à chaque instant. Les mois précédents lui avaient appris quelque chose qu'elle ignorait auparavant, un amour possédant une véritable valeur n'a pas besoin de se hâter. Les choses réelles suivent leur propre temps, et faire confiance à ce temps, sans anxiété, ni désir excessif de contrôle, représentait une maturité qu'elle avait acquise à un prix élevé, mais qui lui appartenait désormais. Avril avait sur le domaine une générosité particulière qu'Élise reconnaissait depuis l'enfance. C'était le mois où les semis commençaient à révéler leurs premiers signes, où de petites pousses obstinées apparaissaient dans les sillons avec cette insistance propre à la vie lorsqu'elle rencontre les conditions nécessaires. Le travail le plus dur était accompli. Il restait désormais à surveiller, protéger et accompagner le processus que la terre avait pris en charge. Un après-midi du début avril, Élise traversait les sillons de la parcelle nord lorsqu'elle aperçut les premières pousses de la saison. Elle s'arrêta s'accroupit et les contempla avec cette attention réservée aux petites choses lorsque l'on sait que tout commence par elle. Elle éprouva dans sa poitrine de la satisfaction, de la fierté et une émotion plus intime et difficile à nommer quelque chose ressemblant à la gratitude, d'être encore là, d'avoir atteint cet instant et d'être celle qu'elle était dans un lieu lui appartenant qu'elle lui appartenait. Les semaines passées auprès de Marc avaient continué à se dérouler avec la même sérénité naturelle que lors de leur première conversation. Ils trouvaient des manières de se rencontrer durant le travail sans les fabriquer réellement, mais sans non plus leur résister. Ils parlaient et riaient facilement. Marc appartenait à ces personnes qui écoutent véritablement, qui, lorsqu'on leur parle, se trouvent entièrement dans la conversation présente plutôt que dans celle qu'elle prépare déjà. Élise le remarquait et l'appréciait avec cette sensibilité nouvelle développée pour reconnaître de telles choses. Un après-midi, alors qu'ils examinaient ensemble le calendrier de la seconde étape des semis, Marc lui demanda si elle avait déjà envisagé d'agrandir le domaine au-delà de ce que son père avait construit. La question n'était pas exactement personnelle. Elle concernait l'avenir de l'exploitation, les projets et les possibilités. Mais la manière dont il la formula témoignait d'un intérêt sincère pour ce qu'Élise pensait, non comme un ouvrier s'adressant à la fille de son employeur, mais comme une personne s'intéressant aux idées d'une autre. Élise lui répondit honnêtement qu'elle y pensait depuis des années. Elle possédait des projets concernant la parcelle orientale encore inexploitée, des techniques de rotation capables d'améliorer le rendement
et des systèmes d'irrigation pouvant moderniser ce que son père avait construit sans effacer ce qui rendait le domaine particulier. Elle parla durant plusieurs minutes, avec une facilité la surprenant elle-même, car ses idées étaient demeurées longtemps en elle, sans qu'elle les partage de cette manière, avec autant d'ouverture, et la confiance que son interlocuteur les recevrait avec sérieux. Marc écouta tout, posa des questions intelligentes et lui signala une particularité du sol oriental qu'Élise connaissait, mais n'avait pas intégrée à son raisonnement et qui méritait effectivement d'être prise en compte. À la fin, il déclara qu'elle semblait posséder une vision très claire de ce qu'elle désirait construire et que peu de personnes étaient capables de cela. Ce n'était ni une déclaration, ni une promesse, seulement une remarque simple. Pourtant, elle contenait cette forme de reconnaissance plus précieuse que n'importe quel compliment parce qu'elle était honnête, précise et provenait de quelqu'un ayant réellement prêté attention. Élise répondit uniquement par un merci paisible. Mais cet échange continua à résonner en elle durant les jours suivants. Étienne aperçut plusieurs fois Marc et Élise parler à distance. Il ne prononça aucune remarque. Pourtant, son expression lorsqu'il les regardait portait cette satisfaction contenue qui constituait sa manière habituelle de manifester une émotion positive. Camille le remarqua également. Un après-midi, elle déclara à Élise, avec toute la fragilité d'une personne, choisissant d'être sincère, malgré le prix de cette sincérité, que Marc semblait être un homme bien. Élise la regarda et acquiesça. « Oui, répondit-elle. Il le semble. » Ce petit échange créa entre les deux sœurs un instant encore fragile mais réel, un fil tendu au-dessus de la distance subsistant entre elles et suggérant qu'avec du temps, de la prudence et de la volonté des deux côtés, le pont qu'elles avaient commencé à bâtir pourrait peu être supporté, un jour, un poids véritable. Élise ignorait ce qui se produirait avec Marc. Elle ne précipitait rien, ni dans ses pensées, ni dans la réalité. Il était beaucoup trop tôt pour donner à leur relation un autre nom que celui qu'elle possédait à cet instant, une belle rencontre, des conversations faciles, et une personne écoutant réellement dans un monde où cette qualité avait de l'importance. Pourtant, Élise savait désormais quelque chose qu'elle ignorait avant les épreuves des derniers mois. Elle savait ce qu'elle méritait non comme une réclamation ou une exigence, mais comme une certitude intérieure paisible et solide, construite par des décisions difficiles, et par l'honnêteté de s'être regardée sans adoucir la réalité. Elle méritait quelqu'un la choisissant sans se diviser, la respectant par ses actes et pas uniquement par ses intentions, construisant avec elle plutôt que sur elle. Et elle était disposée à attendre cette personne, non parce qu'elle ne ressentait aucune impatience, mais parce qu'elle avait appris que se précipiter vers le mauvais endroit coûte davantage que prendre le temps de découvrir le bon. Le soir descendait sur le domaine avec cette lumière dorée d'avril, donnant à chaque chose davantage de clarté et de valeur. Les pousses de la parcelle nord continuaient à grandir, les enclos étaient en ordre, le travail du jour était terminé, et celui du lendemain attendait patiemment comme il l'avait toujours fait et le ferait toujours. Élise se plaça au centre du domaine, à cet endroit d'où elle pouvait apercevoir toutes les parcelles, à la fois, puis respira profondément l'air de sa terre, avec la conscience d'une femme, sachant qu'elle appartient à un lieu et que ce lieu lui appartient également. Ce n'était pas une histoire possédant une fin parfaite. C'était l'histoire d'une femme ayant affronté la trahison sans devenir elle-même, une traîtresse ayant aimé sans renoncer à sa propre personne, ayant souffert sans se rendre plus petite et ayant choisi durant chaque instant difficile celle qu'elle désirait être. Elle continuait à accomplir ce choix quotidiennement, dans chaque décision importante ou minuscule, parce qu'elle avait appris que le caractère n'est pas simplement une qualité que l'on possède ou que l'on ne possède, passe. Il se construit instant après instant et décision après décision dans les sillons du travail quotidien, les couloirs de la maison familiale et les enclos où la vie vous révèle parfois sans prévenir une réalité que vous ne désiriez pas voir. Élise construisait son caractère. Elle le construisait correctement. Le domaine le savait et la terre le savait. Et peut être qu'avec le temps, les personnes comptant réellement finiraient elles aussi par le comprendre.